BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Le Club de la Bourse avec nos deux invités qui sont avec nous jusqu'à 18h. Alain Pitous, directeur général adjoint de Talent Gestion. Alain, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Ménard, le responsable du pôle flexible de la Française. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Vous ne serez pas venu pour rien, messieurs. Il y aura quand même à dire sur le marché aujourd'hui. On va garder le sourire parce que c'est vrai que l'ambiance est un peu festive ici à Patrimonia. Néanmoins, ça fait quand même un bon mois que le vent a tourné, que l'ambiance a radicalement changé. Alain, on en a déjà parlé avec vous sur cette antenne. Voilà, on revient sur les niveaux de la séance du 24 août. Je ne sais pas si c'est un symbole intéressant. En tout cas, voilà, on reste complètement assommé depuis la séance du 24 août. Là. Voilà, alors il y a eu des petites reprises et elles ont été coiffées systématiquement. C'est-à-dire que moi je pense que le trading qui avant achetait les creux de marché là, est plutôt à vendre. Dès qu'il y a le moindre rebond, le marché est vendu. Donc c'est déjà un changement psychologique assez important. On pensait depuis un moment qu'il fallait aller retester les plus bas pour reconstruire une base. Le problème, c'est la volatilité. C'est-à-dire que moi, je pense que le mouvement de panique qu'il y avait eu le 24 août, qui avait vu la volatilité monter, qui était un indicateur de panique et de stress. Donc, c'est des moments généralement où il est plutôt positif d'acheter. On a vu quelques achats avaient été faits à ce moment-là. En fait, on revient finalement assez dans le calme sur ces niveaux-là. Ce qui est un peu gênant techniquement, on se dit il faudrait qu'il y ait des liquidations plus massives, une capitulation du marché pour revenir se repositionner. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on revoie la liquidité exploser? Alors on regarde le VIX, c'est une des mesures de la volatilité, mais c'est la référence mondiale sur le S&P 500, la volatilité implicite. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on explose à nouveau? On a fait quoi, 40, 50 sur le VIX là au mois d'août? On est à 24 là. Il faudrait qu'on c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. Moi je pense que là c'est de la psychologie un peu de bas étage, mais par moment dans les marchés, au-delà des fondamentaux, il y a la psychologie qui joue beaucoup. Ouais. Et il faut qu'il y ait ces liquidations, un peu, ces ventes un peu, parfois des ventes forcées ou des ventes un peu de panique, pour que le marché soit purgé. Je pense qu'il ne l'est pas. Il n'y a pas eu de capitulation. Donc il faut peut-être encore un peu attendre avant de se repositionner. Même le 24 août, c'était pas une séance de panique. Alors c'était pas vraiment une séance de panique, c'était une séance, moi je pense, de consolidation. Et puis après, il n'y avait pas énormément de positions créées à ce moment-là. Donc bon, là, il y a eu un peu une espèce de cascade avec ce qui s'est passé techniquement à New York, qui était quand même assez spécial. On n'arrivait pas à côté, oui. Voilà, c'était une séance un peu technique. Mais là, le problème, c'est qu'on descend par palier et on descend chaque fois un peu plus bas. Finalement assez dans le calme, donc voilà, on se dit qu'il y a peut-être encore la dernière patte de liquidation avant de se repositionner. Gilles, votre sentiment, évidemment, on parlera aussi des convictions, de la stratégie qu'on peut essayer d'avoir à plus long terme, parce que c'est quand même votre rôle à vous, gérant de fonds flexibles, de fonds patrimoniaux, mais sur la phase de marché qu'on connaît là, on a l'impression qu'on n'a pas vécu de phase comme ça réellement ces dernières années. Chaque fois qu'on avait un creux, un trou d'air, moins 5, moins 10% sur les actions, boum, ça repartait gentiment, on allait refaire des plus hauts tout de suite derrière. Là, un mois après, on est encore à terre, quoi. Oui, alors on oublie assez vite, on a vite fait de passer sur ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, 8 ans. C'est des phases qui sont, je pense, qu'on a déjà vécues, et voilà, on est là clairement dans un mouvement où les gens sont un peu perdus. Je pense qu'il y a vraiment des repères qui manquent. Les gens manquent un peu de repères, et probablement beaucoup d'espoirs qui sont mis sur des mouvements, des mouvements qui seraient faits par les banques centrales encore aujourd'hui, qui tardent à venir. Et puis en parallèle des indicateurs qui donnent encore plus à craindre du futur. Donc du coup, on est ballotté entre ces deux éléments-là, et je crois que les gens sont vraiment perdus. Et le reflet de tout ça, c'est vraiment quand on regarde, on en parlera tout à l'heure, les allocations d'actifs des grands allocataires, on voit bien qu'il y a deux camps. En fait, il y a vraiment des gens qui ont vraiment pris une position très très différente. Et c'est sans doute le reflet de cette nervosité. Quand vous dites on manque de repères aujourd'hui, notamment du côté des banques centrales, ça veut dire quoi? L'espoir, c'est quoi? C'est une hausse de taux ou c'est un nouveau quantitative easing? C'est pas en ces termes-là que j'évoquais les choses. C'était plus dans le fait qu'aujourd'hui, la communication qui a été associée au non-relèvement des taux directeurs US a finalement laissé un petit peu, a ajouté plus d'incertitude et de doute, même si le marché n'était pas positionné quand on regardait C'est ça qui est bizarre. La probabilité était très faible, et puis après le lendemain nous a dit ah mais non, il fallait absolument qu'elle monte les taux. On en voulait, nous, de la hausse de taux. Le marché n'était pas positionné, ça c'est vrai. Je sais que le marché est schizophrène, mais là. Néanmoins, je pense que le message qui accompagnait le mouvement était effectivement un peu perturbant, dans la mesure où elle évoquait quand même des phénomènes extérieurs. C'est le discours qui a troublé. Le discours a troublé et a probablement ajouté un petit peu d'incertitude, et on n'en a pas besoin en ce moment. On a déjà du mal à trouver de la clarté dans les messages macro-micro des sociétés, donc effectivement ça a certainement pesé.
Elle a une occasion de rectifier le tir ce soir, Janet Yellen. Alain, ça vous fait rire déjà? Non. Non, mais Une semaine, 10 jours après, on peut pas attendre autre chose. Le message, j'étais sur l'antenne et vous me disiez qu'est-ce qui serait le plus gênant qu'il arrive. Moi, je pensais qu'elle allait monter assez tôt. Ça me paraissait, on va dire, psychologiquement logique. Bon, je me suis trompé. Elle a matérialisé votre scénario du pire. Et alors, le scénario du pire, c'était, elle ne monte pas et elle a un discours où on comprend rien. Et finalement, c'est exactement ça. Enfin, le pire, c'est qu'on a compris quelque chose, c'est qu'on a compris que c'était quand même, il y avait beaucoup de questions sur la croissance. Non, mais là, c'était catastrophique. Les questions qu'elle posait, c'est oui, bon, voilà, c'était, on a un peu peur, quoi. Et de voir la Banque centrale américaine qui craint l'environnement externe à ce point-là et qui, de ce fait-là, ne monte pas ses taux. Mais enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle aurait pas raison? Enfin, j'en sais rien. Non, mais elle a pas raison. Mais ce qu'il y a, donc, dans ce cas-là, si on est dans un problème international, il faut faire des réunions des banques centrales. Il faut que la BOJ, la BCE et la Fed, plus la Banque centrale anglaise, se réunissent régulièrement, plus peut-être la Chine ou je sais pas quoi, pour faire des réunions au niveau mondial et pas toutes les semaines une réunion où finalement ils disent des choses qui n'ont d'effet que sur leur devise. Donc je pense que cette réunion était catastrophique. Et alors après, sur le marché, moi je pense qu'il y a un élément aussi qu'il faut avoir en tête. Et ce qui s'est passé sur Volkswagen, c'est un peu ça aussi. C'est le marché raisonne toujours avec des anticipations. Et donc on avait une anticipation de croissance globalement parce que les QE allaient aider. On s'est dit, à un moment, ça finira par servir à quelque chose. Donc bon... on n'y croyait pas forcément tous, hein. Je vois, il y a un défilé ici de gens qui n'y croient pas toujours, mais on avait en se disant ça va s'améliorer, donc on peut garder des positions et même en créer et générer des positions haussières. Et là, on se retrouve à un moment donné où le marché, finalement, sur une croissance qui n'a pas énormément changé, il y a un doute sur la Chine, mais finalement sur le reste, on est quasiment sur les mêmes niveaux qu'avant. Simplement, on se dit, il y a peut-être un risque qu'à un moment donné, ça s'inverse. Et ben, les positions haussières se transforment en au moins neutralité. Ben, ça fait quand même un gros delta. Et ça peut avoir un effet assez fort. Et regardez ce qui s'est passé. C'est vraiment une illustration un peu caricaturale sur Volkswagen. Mais voilà une entreprise qui était super bien vue par l'ISR, par tout un tas d'intervenants en tout genre, qui se retrouve à un moment donné, on se dit, c'est pas peut-être bon. C'est certainement négatif, mais c'est une catastrophe. C'est 35 à 40% de baisse. Donc voilà, ça donne une idée de ce qui se passe quand le marché change d'anticipation. Et je pense que là, le doute qu'il y a, et c'est pour ça qu'il y a deux camps, hein, il y a des gens qui pensent que l'anticipation n'a pas changé sur la croissance, et d'autres qui se disent il y a un risque maintenant sur la croissance avec des bémols. On a changé quand même. Hein, il y a des risques qui ont quand même grandi. En particulier, moi j'ai un risque majeur qui est arrivé, c'est le Brésil. Et il y en a un autre derrière, j'en parlerai après. Bon, très bien, très bon teasing pour la suite. Gilles Ménard, effectivement, là, ces allocataires qui ont des paris très tranchés aujourd'hui et parfois opposés. Le marché est vraiment scindé en deux là aujourd'hui? Je sais pas s'il est scindé en deux, mais en tout cas il y a des extrêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y avait quand même une forme de consensus global sur une croissance qui ralentit de manière globale, mais malgré tout des politiques banque centrale, des effets de devises qui étaient là pour alimenter un petit peu la machine et redonner un petit peu de les matières premières, bien évidemment. Voilà. Aujourd'hui, on a le sentiment que là, les gens sont vraiment dans un scénario où on peut rentrer dans un scénario un peu catastrophe, avec une croissance qui n'est pas simplement en décélération, mais qui vraiment retombe de manière assez violente. Et c'est ça qui vraiment fait qu'on a des positionnements très hétérogènes. Et ce scénario est gagné en probabilité. Enfin, quand vous voyez Yellen qui retient sa main à cause de la Chine, pour dire les choses simplement, Draghi aussi l'autre jour qui s'exprime. Enfin, les banquiers centraux jusqu'à présent on leur a fait confiance, on leur a fait crédit. Enfin, je veux dire, s'ils nous disent ça, on peut aussi peut-être se dire qu'ils ont des raisons d'attendre, d'essayer de comprendre et d'analyser en profondeur ce qui se passe en Chine, de pas interpréter ça simplement comme un sentiment de marché qui s'est retourné sur la Chine, quoi. Oui, il y a certainement aussi un effet, je dirais, complaisance avec les marchés, c'est-à-dire qu'on veut pas non plus brusquer les investisseurs, qui fait que du coup on sent bien, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est dans un mode où on alimente le marché en fait de liquidité, et à un moment donné il va bien falloir effectivement retirer un petit peu de l'est, et on a un petit peu peur de la réaction de ce qu'on appelle nous dans notre jargon là, enfin quand on explose un petit peu les mouvements, les tendances, on a un petit peu peur de ça. Après chez nous le scénario il a pas changé dramatiquement, on est toujours dans cette décélération de croissance que j'évoquais, on n'a pas changé ce scénario. Voilà, il y a simplement quelques facteurs de risque techniques aujourd'hui qui viennent se rajouter et qui méritent quand même qu'on en tienne compte. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut absolument... Cette décélération de la croissance, on sait quel impact ça a sur nos entreprises, parce que là on revient aussi au fondamental, sur la croissance bénéficiaire des entreprises, dans un monde avec une croissance qui ralentit, une Chine qui vacille. On sait ce que ça donne là. Nos entreprises, elles sont capables d'évoluer dans ce monde-là. On a eu quelques indications sur les exportations de la zone euro qui donnent quand même à espérer un petit peu. L'effet devise n'est pas négligeable, donc voilà. Alors la devise bouge pas mal, mais il
y a quand même c'est pas éternel, ça, l'effet devise. C'est pas éternel, mais enfin, voilà, on a quand même des anticipations de croissance à 2 chiffres sur 2015-2016. Alors, les effets devises qu'on a vus cet été, qui peuvent aussi aller à contre-courant, peuvent quand même tempérer un peu le discours. Mais aujourd'hui, voilà, on reste sur ce scénario quand même d'une amélioration. Ça fait quand même, je sais pas, 8 ans qu'on attend on n'a pas eu ce type de chiffres en Europe. Ça veut pas dire qu'il faut effectivement partir avec des niveaux de valorisation extrêmes et revenir à des exagérations, mais en tout cas, juste valoriser à juste valeur les actifs. Et on pense qu'effectivement, notamment sur ces niveaux-là, que c'est compliqué aujourd'hui d'acheter, comme le disait Alain, c'est compliqué d'acheter dans ces mouvements-là. Néanmoins, je pense que dans quelques mois, dans 6, 12, 18 mois, je pense qu'on se dira finalement c'était peut-être pas des si mauvais points d'entrée en fait. Alain, vous disiez le risque numéro 1, enfin un des risques que vous avez listé, c'était le Brésil, bon, qui va connaître une des pires années de ces dernières années. C'est situation très compliquée. L'autre risque, donc, en un mot. Oui, en un mot, c'est la dette en fait. C'est-à-dire qu'en fait, et pourquoi je le vois croître ce risque-là, c'est-à-dire qu'en fait, depuis un moment, on est dans cette problématique de surendettement. Et normalement, quand on est dans une période de risk-off, risk-on, le risk-on, on achète des obligues. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ça performe. Les obligues performent plutôt correctement dans la période actuelle. Mais on n'est pas en proportion ce qu'on a connu précédemment, c'est-à-dire loin de là même, parce qu'en fait, moi je pense que le prochain risque, c'est de se dire que les banques centrales, ce qu'elles m'ont fait n'a servi à rien sur la croissance, n'a servi à rien sur l'inflation. Qu'on jette l'éponge. Et normalement, ça devrait être positif pour la partie obligataire, ça ne l'est pas. Et je pense que du coup, on va avoir quelques signatures qui vont être en danger. On voit le risque poindre avec le high yield américain, qui a contaminé le corporate américain, qui a contaminé les small cap américaines, les endroits les plus fragiles en fait. Et on contamine maintenant l'émergence. Ça fait un moment que c'est contaminé, mais là on est sur des périodes de pré-crise. Donc on pourrait avoir des défauts obligataires d'ampleur importante. Et c'est un peu pour moi le risque qu'on voit apparaître. Normalement, on devrait avoir un risk-off, risk-on, et donc être plutôt dans cette période très favorable pour les obligations. On n'y est pas parce que je pense que les investisseurs ont même ce doute, et donc on se retrouve dans une période où par rapport à la problématique de deux camps d'investisseurs, il y a un camp qui apparaît dont on fait partie, qui dit il faut avoir un peu de cash en ce moment, c'est-à-dire que le risk-off, risk-on, c'est-à-dire quitter les actifs risqués pour aller sur les actifs entre guillemets pas risqués, ça protège pas. Et là on le voit, un truc qui est quand même assez nouveau depuis quelques jours en fait, c'est pas quelques mois, quelques semaines, c'est l'or qui commence à reperformer, et je me dis c'est quand même des indicateurs qui sont pas très bons, et qui font que peut-être ça va repartir comme en 40, comme en 2012 on dira quand on sera vieux. Ouais, mais oui. Mais je pense qu'on aura le temps de revenir, et donc c'est pour ça que le cash permet d'être mobile, parce qu'il peut y avoir dans un bear market des périodes de rémission parfois assez longues, avec des rebonds assez forts, et il faut être prêt à les saisir. Mais ce sont des marchés dangereux quand même. Marchés dangereux, et on va ensemble filer vers la clôture. Dans un instant, on marque une pause. L'ensemble de l'actualité du jour, y compris l'actualité des marchés, avec une séance compliquée. Le CAC qui perd pour l'instant 2%. Merci messieurs, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h, 17h35, on va prendre la direction de la clôture à la Bourse de Paris, la marque finale du CAC 40. Ce sera une nette baisse de plus de 2% pour l'indice parisien, avec du volume quasiment 4,5 milliards ou plus de 5 milliards ce soir échangé, 5,2 milliards, donc c'est quand même une grosse séance, une baisse de 2%, moins 1,9% précisément pour le CAC, 4347 points. Voilà, on a eu un petit sursaut en fin de séance par rapport au point bas du jour. On perd 85 points, l'Eurostock 50 baisse de plus de 2%. Le DAX à Francfort, moins 1,9%, avec un secteur auto toujours sous pression. L'indice sectoriel européen automobile recule de 3,5%. On a le secteur des ressources de base également à nouveau sous pression, moins 3,7%. Voilà, c'est vrai qu'on a vendu tout de manière un peu indiscriminée. On a le luxe aussi, la Kering qui recule de 4,7%, Solvay dans la chimie moins 4,7%. Alors Peugeot, là aussi encore une valeur sous pression, gros dieseliste évidemment, un Peugeot qui recule de 3,7%. BMW qui est aussi toujours dans l'œil du cyclone, avec un article paru dans la presse allemande ce matin sur des fraudes possibles également du côté de BMW sur les moteurs, moins 5% pour BM, et Volkswagen qui arrive à se stabiliser aujourd'hui après la lourde chute de ces derniers jours. Bref, du rouge partout, à l'exception, on va le noter quand même, du secteur des foncières qui a joué un rôle de valeur refuge, foncière des régions, plus 1,3%. Unibail-Rodamco qui arrive à s'inscrire dans le vert, donc seule valeur du CAC dans le vert ce soir, un plus 0,4%, mais une séance encore bien compliquée avec un euro qui est remonté en direction de 1,13 $, et des actions européennes qui reculent d'environ 2% ce soir. Le CAC 40, moins 1,9%, 4347 points. BFM Business, Intégral Bourse,
On refait la séance. Toujours avec Alain Pitous, directeur général adjoint de Talence Gestion. Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française. Xavier Robert est peut-être avec nous encore par téléphone, responsable du trading et de l'arbitrage chez Odo et compagnie. Alain, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette séance, enfin sur l'enchaînement, la succession des 3-4 dernières séances, là, le court terme en tout cas? On est dans une phase de liquidation. Je pense que ça, c'est des raisonnements un peu primaires d'allocataires, mais quand le risque augmente, on diminue un peu les positions risquées dans les portefeuilles. Il y a une phase comme ça, un peu de réajustement. C'est un peu contraint. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal d'investisseurs qui ont des limites de risque qui sont atteintes. Donc il y a des gérants multi-assets qui, à un certain niveau de perte en capital, sont obligés de couper les positions. C'est-à-dire que ces ventes-là, elles sont encore à venir d'une certaine manière. Pas toutes, elles sont déjà passées. Il y en a déjà une partie qui est passée, probablement pas tout. Puis après, on est obligé de liquider la moitié des positions à -5 et le reste à -10 par exemple. Donc ça peut encore faire un peu de liquidation. Ça, c'est une raison. Puis après, il y a depuis quelque temps aussi des arbitrages un peu sectoriels et puis d'allocation, purement et simplement, où on sort et on le voit, ce mouvement de liquidation, il est quand même essentiellement dû au large cap et on le voit, c'est quand même les grands indices qui reculent le plus. On a vu en Europe les small limits résistent mieux. Les small limits qui résistent pour le moment, donc tant mieux, on va dire. Et c'est un peu les gérants fondamentaux qui sont sur ces valeurs. Parce qu'on vend quoi? Ce qui est le plus liquide, évidemment, dès le départ. Puis après, on vend. Il y a aussi des arbitrages internationaux, c'est-à-dire que des investisseurs qui, fonction de leur position de devise, peuvent plus ou moins liquider des positions et commencent par les grandes valeurs et ne feront que ça et ne viennent pas contaminer les petites et moyennes. C'est des allocations qui sont en train de changer fondamentalement là ou pas, Gilles Ménard? Là, c'est une grande redistribution des cartes et des paris ou on réduit les voiles quoi pour faire simple? On a tous entendu les messages divers et variés sur votre antenne. On a bien vu qu'il y avait effectivement des messages très très différents. Je pense que la journée du 24, les journées du 24-25 ont vraiment créé un mini traumatisme quand même dans les esprits. Je pense que ça a été le point d'orgue éventuellement d'une prise de position vraiment très tranchée, très différenciée de l'avant. Pour ce qui nous concerne, on a clairement réduit le risque, pas spécifiquement en fait. On avait réduit le risque avant l'été, pendant le courant du mois de juillet. On a profité des journées du 24 et 25 au contraire pour remettre un peu de risque action dans une approche très tactique de court terme. Le marché reprend 10%, on réduit de nouveau la voilure et avant la Fed, on a également réduit la voilure pour ne pas arriver à trop charger, comme disait Alain. Donc ça veut dire on n'a pas réduit les actions pour remettre des bonds en se disant voilà on a un petit barbel. On a juste allégé à peu près tout et remis un peu de cash en portefeuille pour passer la Fed un peu plus sereinement, même si on souffre également dans ces marchés-là, bien évidemment. Et c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais le soit action, soit taux, ça marche plus quoi. Non, là, en plus il y a un autre élément qu'on a fait aussi, c'est-à-dire que on est passé de portefeuilles extrêmement diversifiés. Sur la partie obligataire, on était du court, du crédit, du high yield, voire même parfois un peu de dette émergente il y a quelques mois. Avec un périmètre bien plus concentré maintenant. Là c'est extrêmement concentré parce qu'en fait, ces risques-là, on les a enlevés pour deux raisons. La première, c'est que il y a des risques de signature, donc que ce soit sur les émergents, le high yield, voire même sur certains corporates, ça fait un moment qu'on a liquidé ces positions-là. Et puis, il y a un risque de liquidité, c'est-à-dire que et on le voit, et on arrive dans des périodes qui sont pas très propices à ce genre d'investissement. C'est-à-dire que on voit que les émissions commencent à se restreindre, puis en plus il y a moins d'acheteurs quand même. Donc les spreads ont commencé, les écarts de rendement qui valorisent un peu la peur qu'on a sur ces supports-là, on commence à s'écarter. Donc c'est pas très bon signe. Donc déjà c'est un signe qu'on a en tête. Et puis ce sont des marchés qui peuvent se fermer. C'est-à-dire que à un moment donné on vous dit il y a quelques semaines vous pouviez pas trouver de papier tellement tout le monde en voulait, on va dire. Et puis là ça va être, il n'y a plus personne qui en veut. Voilà, donc si vous les vendez, c'est fini. C'est mort. Voilà. Donc on peut avoir ça à partir de début décembre. Donc ça laisse quand même finalement peu de temps pour liquider des positions. Donc il y a un stress dans le marché qui est apparu. Donc du cash. Et quand on revient sur le marché, on a fait un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on est revenu un peu ponctuellement sur le 24 août, sur positionner. Jamais on n'a pas fait les 10% de hausse sur l'ensemble de nos portefeuilles, mais enfin on en a fait un petit peu. On n'est pas allé acheter le dossier bidule, le dossier truc. On a fait de l'investissement en grandes entreprises, essentiellement pas tout à fait indiciel, mais ce genre de support quasiment. Tiens, justement les grandes entreprises là, le choc Volkswagen, comment est-ce qu'on peut mesurer, en tout cas essayer d'envisager les répercussions de
ce séisme, Gilles, c'est pas tous les jours que ça arrive là. Un grand corporate qui semble-t-il volontairement a fauté, disons-le. Le secteur automobile, c'est 17% du DAX. C'est une grosse industrie, c'est une industrie encore significative en Europe. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un risque macro derrière même? J'en sais rien. Jusqu'où on va là dans l'évaluation de ce risque-là? Mais c'est ça qui rend le marché très nerveux aujourd'hui. C'est que voilà, on est sur du risque spécifique pour l'instant. C'est cantonné à une valeur voire deux. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc voilà, pour l'instant, je pense que voilà, on avait une bonne signature, un corporate bien noté, SAI, enfin qui passait tous les standards, etc. Et on se dit, finalement, tout ce genre de règles, de réglementation et de notation, ça ne garantit pas effectivement, on n'a pas la certitude qu'à un moment donné on peut pas avoir un moins 40 sur la valeur. Donc forcément il y a un moment donné il va falloir il y aura certainement encore ce jour. On en a déjà eu des épisodes Enron, il y a eu des choses par le passé qui ont montré que voilà BP, oui, et dans ces moments-là on a toujours effectivement on extrapole un peu, c'est qu'on se dit voilà ça peut être BMW, ça peut être Peugeot demain, enfin voilà. Après il faut pas jeter toutes les valeurs automobiles à l'instant T. Alors l'automobile ça représente je crois 7% dans les indices européens à peu près. Je crois que c'est 6% sur l'Eurostock 50, voilà, c'est ça. Un peu moins maintenant, voilà, ça c'était il y a 2 jours donc, encore. Voilà, ça justifie pas non plus qu'on ait un mouvement de panique généralisé sur les actions européennes, mais ça participe forcément du mouvement. Enfin, mais forcément on s'y réintéresse, il faut forcément s'y réintéresser là au moment où ça chute, il faut se dire c'est dead money pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois. À l'instant T, je pense qu'il est urgent d'attendre quand même, d'avoir un peu d'éclaircissement, parce que ça reste encore très confus cette histoire. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On ne sait pas exactement qui a installé, d'où ça provient. Voilà. Je pense que tous les gens qui ont vendu sont pas prêts de revenir, sauf à faire du spiel sur des mouvements de très court terme. Pourquoi pas? Mais je pense que les gens là qui ont vendu sont vraiment en phase d'attente pour quelques semaines, quelques mois. Voilà. Après, très probablement, il y aura certainement des affaires à faire dans le secteur. Hein. Il y aura un tri à faire à un moment, il y aura Alain. un tri à faire. En tout cas. Mais entre qui et qui? Moi j'en retire 2 leçons quand même. La première c'est que c'est quelque chose de dramatique quand même pour l'image des entreprises en général. C'est-à-dire que de les voir pour passer un standard qui sont prêts à prendre des risques de ce type-là, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on en est à un stade où on pousse trop loin la recherche de gains, de productivité, de gains. Et finalement, la deuxième leçon, c'est que, et ça j'espère que tous les chefs d'entreprise l'ont entendu, c'est que pour quelques fractions de gains de rentabilité supplémentaires, ils peuvent risquer 40% de valorisation de leur entreprise. C'est complètement dissymétrique, l'ascension du marché est terrible. Et ça j'espère que c'est la leçon qu'ils vont recevoir. Sans doute pas conscience que ça pouvait leur coûter jusqu'à 15, 18 milliards, 20 milliards d'euros d'amende. Et puis derrière, la capitalisation qui a fondu et qui est... la sanction est terrible. Et je pense que ça va faire réfléchir dans des secteurs difficiles où justement les notions de sécurité pour les clients et pour l'environnement sont extrêmement importantes. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi, de la part des investisseurs, attendre moins de rentabilité à court terme pour que les entreprises en question puissent faire leurs investissements sur la durée. Et je pense que c'est la leçon qu'on va retirer. Mais si on retient pas ça, on aura des accidents comme ça de manière de plus en plus fréquente. Et on va mettre pendant très longtemps un pricing différent sur le secteur. C'est-à-dire que ce secteur-là qui se payait 15 fois les résultats ou 14 fois les résultats, il y aura une prime de maintenant risque, c'est 10 fois les résultats. Et puis quand les chefs d'entreprise en auront marre d'être payés, d'être valorisés 10 fois dans ces entreprises-là, ils changeront de façon d'aborder le problème. Donc le marché va se réguler tout seul. Messieurs, on marque une dernière pause. On est ensemble ici depuis Lyon, en direct de la Convention Patrimonia. Fin de séance compliquée. La clôture est très négative en Europe. Moins 1,9% pour le CAC ce soir. L'Eurostock 50 qui recule de plus de 2%. Et puis Wall Street en cours de séance toujours qui voit les indices reculer de 1,5%. Moins 1,3% pour le Dow Jones. Moins 1,4% pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite qui recule d'1,5%. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Allez, on est encore ensemble pendant quelques minutes avec 2 invités en plateau, ici depuis Lyon, la Convention Patrimonia, on sera là encore demain. Alain Pitous est avec nous, directeur général adjoint de Talent Gestion, et Gilles Ménard, le responsable du pôle flexible de la Française. Messieurs, on le redit effectivement, le vent a tourné, l'ambiance est un peu plus fraîche sur le marché, je vais utiliser quelques nuances. Le vent a tourné pour aller jusqu'à la tempête, le crack final, le bear market, ou est-ce que c'est pas encore... Non mais... Parce qu'on en parle, on en entend parler, tout le monde en discute ici. Ou est-ce que c'est pas encore forcément la seule issue possible, Alain ?
Non, je pense que, si le marché doit venir se poser sur moins 10%, il va d'abord passer par moins 25. Ça, c'est un peu le problème. Redites-moi ça. Si le marché, si le marché, si la nouvelle valo du marché, c'est d'être 10% plus bas. 10% en bas, d'accord. Si c'est ça, hein, moi c'est quelque chose. Enfin, ça me paraît un peu exagéré, peut-être, mais bon, pourquoi pas. Oui, en termes de valorisation, voilà, d'accord. donc le marché il va exagérer à un moment donné. Donc après, si vous voulez, et on n'a pas changé d'avis là-dessus. Nous on raisonne en relatif. On préfère dans nos choix d'allocation, quand on a des actions, on préfère les actions européennes, plutôt du domestique. On préfère le deuxième choix les actions américaines. Et puis le reste, c'est devenu très très marginal. C'est-à-dire qu'on fait pas une grosse différenciation entre le Japon, la Chine, l'Inde, le Mexique, etc., le Brésil. On n'en a pas. Quand on a commencé à baisser tout ça, on a commencé tout évacué. Et sur les obligues, on a raccourci la durée de vie des portefeuilles. Et on a évité le risque, on élimine le risque de crédit sur les entreprises, sur le high yield, sur la dette émergente, ça fait longtemps qu'on a vendu, le corporate, etc. Donc ça fait des portefeuilles qui ont une drôle de tête en ce moment. Très resserrés, très défensifs. Qui ont jusque 30% de cash. Alors tout ça, c'est parce qu'on peut gérer ce genre de choses dans un fonds. Ce qui est sûr, c'est que dans une allocation long terme pour un mandat ou des visions comme ça, où on est en relation avec nos clients depuis 10 ans, là, des mouvements comme ça, on les joue, on les atténue avec 2-3%, pas beaucoup plus. On va pas s'amuser à vendre des actions aujourd'hui pour les racheter 4-5% plus bas demain. Ça n'a pas de sens sur des mandats, mais parce que c'est des positions vraiment très très longues. Mais des positions où on peut ajuster, tactiquement, on a vraiment levé le pied clairement. Avec le cash, sur quoi il faudra revenir? Parce que tout va pas, c'est deux choses. Moi, je pense partout. Sur le retour sur le marché, il y a deux choses. La première, c'est que vu le choc qu'on est en train de prendre, ça va pas être un marché qui va repartir en ligne droite. Enfin, je crois pas. Peut-être sauf une nouvelle extérieure, un QE à l'échelle planétaire. Et encore, on sait même pas si ça serait peut-être pas pire que d'autres choses. Mais enfin bon, imagine. Enfin, je le vois pas repartir en ligne droite. Donc il y aura le temps de revenir et on revient dans le sens de ce qu'on préfère, c'est-à-dire que on rajoutera un peu d'actions européennes, on rajoutera un peu d'actions américaines, et puis on ira faire de temps en temps des opportunités sur des dossiers qui ont vraiment reculé. Mais aujourd'hui, notre tendance, c'est plutôt d'être sur des grandes capitalisations en revenant se positionner sur, encore une fois, l'Europe, les États-Unis. Et le reste, on verra plus tard. Parce que le Brésil, ça reviendra pas tout de suite. La Chine, ça reviendra pas tout de suite. Le Japon, ça sera pas mieux que l'Europe. Donc voilà, on préfère se concentrer. Donc le train, quand il devra redémarrer, redémarrera lentement. En plusieurs fois. Faut dire. Voilà, plusieurs fois. Oui, alors après, on peut se tromper encore une fois. Mais je le vois pas repartir en ligne droite. Donc il va y avoir un peu de rémission, de rebond. Donc ce sera des opportunités pour se réajuster. Gilles, si vous avez des éléments de réflexion par rapport à ça, puis le cap, on a beaucoup parlé de tactique, de court terme, parce qu'on est dans une phase de marché compliquée, mais je veux dire, quand on gère des fonds flexibles, on a aussi, j'imagine, une vision un peu long terme, quoi. Enfin, je veux dire, on a une stratégie, on s'y tient, on change pas tous les 4 matins, là. Oui, alors même si le principe du fonds flexible, du fonds d'allocation, c'est bien évidemment de permettre aux clients de ne pas avoir à faire ces choix-là et de déléguer ça à une société de gestion. Bien évidemment, on a une vision, je dirais, top-down macro qui donne les grandes orientations. Après, ça n'empêche pas que on pilote ça, je dirais, en très fin sur le mois, et bien évidemment. Donc on a une vision qui est pas très différente de ce qu'évoquait Alain. C'est-à-dire que on garde un prisme très européen dans nos portefeuilles pour la partie action. On a peu de diversification, on a un peu de Japon, un peu d'US, un petit peu d'émergents, mais vraiment c'est vraiment des soupçons. Donc c'est-à-dire vraiment le cœur de portefeuille est vraiment concentré sur les actions européennes. Après on joue également tactiquement, comme on le disait, sur certains marchés, on peut le faire. On l'a fait par exemple sur le Japon tout récemment. Voilà. Sur la partie obligataire, on a effectivement là aussi bien réduit la voilure. On a plus de crédit, à l'exception, on a gardé une poche de subordonnés bancaires et de dette hybride, mais c'est vraiment sur un call très spécifique qui est une vue maison de long terme là pour le coup, qui rejoint bien la question qui était posée. Voilà, sinon une poche obligataire qui est vraiment nettoyée, plus de cash, pas de high yield aujourd'hui en portefeuille, voilà, et quelques positions de diversification notamment sur les devises pour essayer de capter aussi, les mouvements sont rapides, on peut arriver à dégager un peu de valeur au travers de positions tactiques sur les devises aujourd'hui. Et par quoi vous reviendrez, enfin sur quoi il faudra revenir là quand il faudra réemployer le cash dans les portefeuilles? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on
on verra pas un marché un 30% one shot. En tout cas, je l'espère. Pourquoi pas, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour nous qui sommes des gérants à biais long malgré tout. Néanmoins, cette volatilité, elle est certainement pas près de s'arrêter, voire elle peut s'accroître probablement un petit peu, et on aura certainement des phases d'accélération, de repli. Donc dans ces mouvements-là, il faut avoir un cap de long terme, mais il faut aussi être capable de replier la voilure. On sent bien là dans ces marchés-là, qu'il faut pas être trop loadé, parce que c'est compliqué et on peut tomber dans des problématiques de coupe systématique. Quand on respecte pas effectivement les. Mais, vous dites tous l'Europe par rapport aux États-Unis. Enfin, c'est le consensus. Tout le monde dit ça. Enfin, dans la phase de stress de marché qu'on a eu, l'Europe, elle a pas tellement mieux fait que les États-Unis. Enfin, le relatif Europe-US, il marche encore. Là. Disons que ça reste une conviction pour vous. Ouais, ça reste une conviction. On est dans la marge quand même. Effectivement, le problème, c'est que si le marché américain nous emmène vers le bas, on baissera un peu plus sur l'Europe. A contrario, je pense qu'on a quand même un peu plus de potentiel. Encore une fois, parce que la croissance remonte un petit peu. Après, dans les indicateurs qu'on regarde avec beaucoup d'attention en imaginant une macro à peu près stable aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de nouvelles banques centrales. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est le secteur bancaire. Et ça fait un moment que le secteur bancaire performe pas trop. Et il y a un élément qui me perturbe sur le secteur bancaire, c'est le fait que depuis longtemps, il se paye en dessous du prix d'actif. Et ça, c'est pas très sain que ça perdure. C'est-à-dire que depuis un moment, les valorisations boursières sont au-dessus du prix de l'actif des banques, ce qui est normalement un indicateur. On se dit, en dessous du prix de l'actif. Excusez-moi. Ça, c'est quoi? C'est de la défiance cachée par rapport à la reprise économique. Il y a trois choses là-dessus. C'est que on sent qu'il y a un risque de marché, c'est-à-dire que les BFI sont plus sanctionnés qu'elles devraient l'être. C'est ça. Donc ça, c'est quand même un indicateur. Il y a une question sur le business model et la croissance de ce secteur-là. Et ça, je pense qu'on ne peut pas imaginer, en particulier en Europe, un marché européen qui reperforme sans que le secteur bancaire performe. Donc, ça n'a pas changé, ça, structurellement, ce secteur? C'est devenu des utilities? Non, il y a des moments, vous savez, c'est un peu le débat. Le côté, on ne peut pas repartir sans les banques, d'un point de vue de marché, c'est encore vrai. Moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, l'argent est là aussi, quoi. Donc, et puis, c'est un indicateur quand même. Hein. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, c'était un discours qu'il y avait dans votre antenne sur la tech versus l'industrie, puis on voit que l'industrie, quand ça part dans le décor, les marchés en tiennent compte quand même. Je pense que les banques, c'est un peu la même chose, c'est un indicateur. Alors c'est peut-être pas le seul indicateur, mais c'est un indicateur, et j'imagine mal les marchés performer sans les banques. Et tiens, pour aller dans votre sens, là aujourd'hui il y avait un guichet de la BCE, les TLTRO, on n'en parle plus, mais voilà, ils ont pris juste 15 milliards. 15 milliards, c'est rien du tout pour le secteur bancaire. Donc il y a quand même, on imagine, un problème de demande derrière. Merci messieurs en tout cas d'avoir été avec nous pendant une heure. Alain Pitous, directeur général adjoint de Talence Gestion, et Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française. Je vous rappelle la clôture quand même, notez-la, parce qu'il s'est quand même passé des choses sur le marché. Moins 1,9% pour le CAC aujourd'hui. On est revenu quasi sur les niveaux du 24 août dernier. Donc souvenez-vous, cette magnifique séance de mini-crack au cœur de l'été, qu'on a encore en mémoire évidemment. 4350 points sur le CAC, bientôt 18h. Vous retrouvez dans un instant l'heure H, Guillaume Paul sur BFM Business. Nous on se retrouve demain depuis la convention patrimoniale. Ça commence à 10h avec Cédric Docker, Guillaume Sommerer jusqu'à midi. Et je vous retrouve demain à 15h pour Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.